Alors bonjour à tous et merci beaucoup d'être là pour la remise du prix de la nouvelle pour les établissements scolaires, qui en est à sa 3e édition. En préambule à la cérémonie de remise, on souhaitait remercier tous les établissements et tous les enfants qui avaient participé, très nombreux cette année, beaucoup plus nombreux que l'an dernier à ce concours. Et notamment, on souhaitait citer quelques établissements en particulier qui avaient vraiment envoyé beaucoup de participation. Pour les écoles primaires, l'école Monod de Saint-Sébastien, l'école La Martelière à Saint-Sébastien, l'école Notre-Dame de Toute-Joie à Nantes et l'école Élise Freinet à Saint-Jean-sur-Mayenne. Pour les collèges, le collège Anne de Bretagne de Saint-Herblain, le collège Rostand à Orvaux, le collège Notre-Dame Toute Z à Nantes, le collège Guisteau à Nantes et le collège Rutiliano à Nantes. Pour les lycées, le lycée Alfred Kostler à La Roche-sur-Yon, le lycée La Collinière à Nantes, le lycée Polyvalent Sacré-Cœur à Nantes et le lycée Clémenceau à Chantonnay. Voilà. On a reçu plus de 500 nouvelles que nous avons lues et nous avons eu beaucoup de très agréables surprises. Mais avant tout, je vais laisser la parole à Marie de Mathieu qui représente l'INSERM qui est partenaire des Utopiales, qui est partenaire de ce concours de nouvelles et dont vous pourrez admirer, peut-être l'avez-vous déjà fait ce matin, la très belle exposition Amazing Science qui se trouve juste derrière nous en fait. Voilà. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Merci. Merci. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et d'avoir contribué de façon aussi importante à ce concours de nouvelles. Comme l'a dit Denis, l'INSERM est partenaire de ce concours. Alors l'INSERM, pour faire vite, c'est un institut, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et c'est un institut de recherche qui s'intéresse aux maladies humaines, donc qui essaye de découvrir de nouveaux médicaments, qui essaye de mieux comprendre les maladies pour pouvoir mieux les soigner. Et pour les lauréats des 3 catégories et pour leur classe, vous pourrez être accueillis dans un laboratoire. On organisera ça avec vos enseignants. La classe du lauréat dans chaque catégorie sera accueillie pour une visite de laboratoire dans un des laboratoires de l'INSERM. Je voulais aussi remercier les 3 membres du jury qui ont lu vos 500 et même plus, qui ont lu vos nouvelles et qui en ont fait une sélection. Donc nos membres du jury sont composés de Denis Detraz, qui est traducteur aux éditions Atalante, qui traduit les romans du russe vers le français. Mireille Rivalan, qui est directrice littéraire, toujours aux éditions Atalante. Et puis Sylvie Lefebvre, qui travaille à la bibliothèque municipale de Nantes. Donc tous les 3 ont vraiment passé beaucoup de temps ces derniers jours pour lire vos nouvelles, et ce sont donc eux qui ont fait la sélection. Donc ces sélections, dans chaque catégorie, ils ont choisi 10 nouvelles. Donc on citera les écrivains pour chacune de ces nouvelles, et on remettra un prix aux lauréats dans chaque catégorie. On va commencer par la catégorie primaire, donc les écoles primaires. Donc je vais commencer par lister les 9 lauréats, les 9 nouvelles retenues sans compter le lauréat que je citerai à la fin. Ces 9 lauréats se verront remis un livre. Alors on ne va pas vous faire monter sur la scène, mais à l'issue de la cérémonie, vous pourrez aller récupérer vos livres au pied de la scène là-bas. Alors je vais les citer. Chadli Bouchra, Baudouin Contenceau. Ils sont là ou pas? Vous pouvez les applaudir, hein. Elisa Degnaud, Quentin Goussin, Nathan Grelet, Marine Le Sur, Juliette Morin, Manola Olivier et Nola Pichereau. Donc bravo à tous. Et le lauréat de cette catégorie est
Harold Moreau. Est-ce qu'il est là, Harold? Alors monte. Harold Moreau, il a 9 ans, il est en CM2 et il vient de l'école Élise Freinet à Saint-Jean-sur-Mayenne. Alors Harold, on va te remettre ton prix. Alors ton prix, c'est un voyage à Universcience à Paris. Voilà, félicitations. Et une visite d'une unité INSERM avec ta classe. Voilà, et ta nouvelle va être lue tout de suite par Jana Debatz, qui est auteure de science-fiction et qui va lire ta nouvelle devant tout le monde. J'aimerais remercier les jurys qui ont voté pour moi et donc merci beaucoup. Alors, une marionnette du futur. Le dernier boulon était serré, il ne manquait plus que l'énergie pour que moi, Pinocchio, revive. Depuis 1000 ans, je dormais dans ma caisse en attendant le futur. Gepetto, en hommage à mon créateur, un robot ultra perfectionné, le fruit de mon intelligence et d'un dur labeur, programmé pour me transformer en robot, me construisait petit à petit. Aujourd'hui, en l'an 3012, le savant le plus fou de l'univers, moi, allait revivre sous la forme d'un robot. Reprogrammation activée. Tchou! Je revis. J'ai réussi à revivre. Voici le prologue de mon histoire. Si j'écris dans mon journal de bord, c'est pour que la génération future puisse être au courant de ce qu'était la vie d'avant. Premier jour. Je sors de la bâtisse volante habillée d'un grand manteau pour passer inaperçu, mais apparemment ça n'est plus la mode. Et je passe devant les gens aux regards étonnés. Ma moto volante est trop petite pour mes 1053 ans. Elle avance à toute vitesse vers le super galactico robot marché. J'achète 2 boîtes d'huile. Arrivé à la maison, je m'empresse de boire les 2 boîtes d'huile. Cela faisait 1000 ans que je n'avais pas mangé. Et je me mets en veille sur le canapé. Deuxième jour. Je retourne à mes occupations d'il y a 1000 ans, c'est-à-dire construire des machines. Tiens, j'ai oublié de vous décrire ma construction. En fait, il n'y a rien de spécial, c'est juste de l'acier renforcé avec de la peau humaine par-dessus. Et j'ai juste un ordinateur avec 999 trillions de millions de mégaoctets, pas plus grand qu'une tête d'épingle. Aujourd'hui, je n'étais pas inspirée et je n'ai rien créé. Mais je sens que demain, j'inventerai quelque chose. Troisième jour. Cette fois-ci, je suis inspirée. Et j'ouvre une grande feuille. Et là, une idée me vient. En multipliant la racine carrée de S par elle-même, on obtient un nombre qui bat le paradoxe temporel. Alors si on crée un vortex dont la gravité est le résultat de la racine carrée de S par elle-même, on obtient une machine à remonter dans le temps. Au même moment, une ombre surgit derrière moi. Cette ombre me met en veille. Quatrième jour. Encore en veille. Cinquième jour. Toujours en veille. Sixième jour. Encore et encore en veille. Septième jour. Ça y est, je me réveille. C'est Gepetto qui m'a remis en veille, mais j'ai un doute sur lui. Après avoir construit la machine à remonter le temps et envoyé un robot filmeur dans le vortex, je vais me promener dans la ville. Une ombre apparaît devant moi, je lève ma tête, je réalise que cet homme, c'est moi en marionnette en bois. J'avais voyagé dans le temps. Bravo Harold et merci pour cette belle lecture. On va passer à la catégorie collège. Alors beaucoup de contributions dans la catégorie collège. Je vais donc vous annoncer les 9
Nouvelle retenue. Donc pour ces 9 lauréats, vous viendrez pareil chercher votre petit cadeau à la fin de la cérémonie à côté de l'estrade. Alors nous avons Fabio Beaurivière, Basma Berada, Cédric Lowe, Constandina Lilage, Émile Rideau, Antoine Rinaud, Timothée Salone, Lucas Taube et Diontan Traoré. Et le gagnant de cette catégorie est Loïc Letilly. Est-ce qu'il est là, Loïc? Alors Loïc, il a 14 ans, il est en 3e et il vient du collège Guisteau. Il a écrit une nouvelle qui s'appelle « Souvenir d'un réfractaire anonyme ». Il est là. Bonjour Loïc et bravo. Alors Loïc, tu vas recevoir ton lot. C'est un week-end au Futuroscope à Poitiers. Et toujours même principe, pour toi et ta classe, une visite dans un laboratoire INSERM. Voilà, tiens, viens avec moi sur le côté. Et ta nouvelle va être lue par Danielle Martinigol, qui est elle aussi auteure de science-fiction. Souvenir d'un réfractaire anonyme. Le vent soufflait dans le désert de sable rouge, charriant des paquets de sable brûlant dans l'immensité aride de cette terre désolée. Je luttais seul contre le vent qui me ralentissait et contre le sable grossier qui se glissait dans les failles de ma combinaison protectrice. Conscient de ma totale vulnérabilité en cas d'incident ou de problème technique, je n'y mettais que plus de cœur à l'ouvrage, heureux de faire tous les jours une tâche pénible et dangereuse pour le bien de la communauté et pour le grand administrateur, notre dirigeant, qui nous attribuait à tous une tâche en fonction des besoins communs. C'était en effet à moi que la tâche de détecter la présence de minerais exploitables dans le 22e secteur incombait. Tâche indispensable et dangereuse, mais nécessitant une présence intelligente pour sonder ce sol aride et sableux. J'étais empli de félicité à cette pensée, comme à chaque fois que je songeais à ma grande importance. Sous ma combinaison, mon visage humanoïde de métal se fendit d'un sourire qui étira ma figure amorphe. Puis je repris mon travail, attentif à l'écho de mon radar, sans perdre de vue l'état de ma combinaison protectrice, seule barrière entre le sable insidieux et mon corps de métal impuissant face à lui. Le sable, qui est, à part l'homme, le pire ennemi du peuple des robots. Ce fut la sirène annonçant la fin du service civique qui me sortit de mes pensées. Dans le disque dur de chacun d'entre nous, à la même heure, était envoyé ce signal sonore indiquant à tous que les 35 heures par jour de travail que chacun devait donner par solidarité à la communauté des robots étaient achevées. Une indicible fierté m'envahit alors, comme à chaque fois que j'entendais la sirène, car elle m'indiquait que j'avais accompli mon devoir une journée de plus. Les prospecteurs comme moi ne tenaient en effet que 13 journées en moyenne avant d'être grippés par le sable ou de surchauffer sous le soleil de plomb, et les dégâts étaient souvent irréparables. Mais la survie de la communauté était plus importante que l'état de quelques machines sans importance et qui sont bien vite remplacées. Une douleur soudaine me fit réagir violemment. Une petite quantité de sable avait réussi à s'infiltrer dans ma combinaison protectrice. Je faillis en hurler de frustration. J'étais si près de battre un vieux record, celui du nombre de services civiques passés au service des robots. Je pensais au grand administrateur qui allait devoir se passer d'un de ses fidèles serviteurs, mais le sable n'avait pas l'air d'avoir détérioré grand-chose. À cet instant précis m'apparut la solution à mon problème,
dissimuler mon état pour continuer chaque jour à prospecter jusqu'à ce que je ne sois plus en mesure de le faire, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas actuellement. Je n'eus en effet pas l'impression que le sable ait endommagé quoi que ce soit d'important. Je me rendis au centre de ventilation, là où tous les robots allaient après le service civique et où pendant 5 heures, nos composants étaient refroidis après leur dur labeur. Je sentais que le sable s'était coincé quelque part dans mon corps, mais j'ignorais où. Et il avait dû endommager quelques-uns de mes circuits, car je sentais que quelque chose avait changé. Un sentiment étrange m'envahit, comme si je redécouvrais tout ce qui avait trait à ma vie. Le lendemain, je dus reprendre le travail et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas empli d'un indicible enthousiasme. En effet, me demandais-je, pourquoi se démener pour fabriquer des robots alors que notre nombre n'avait jamais augmenté? Et pourquoi travailler tous 35 heures sur 40 alors que les robots n'avaient besoin que d'électricité pour fonctionner? Le vent soufflait dans le désert de sable rouge, charriant des paquets de sable brûlant dans l'immensité aride de cette terre désolée. Par cette matinée des plus normales, une fois de plus perdue dans mes pensées, réfléchissant à ces nouvelles impressions si étranges, je sillonnais le désert à la recherche de gisements de métal, quand une brusque déflagration retentit non loin de là. Alerté par le bruit, je courus dans sa direction et ce que je vis me terrifia. Une fusée en forme d'ogive reposait sur le sable, son flanc percé d'un trou béant d'où sortaient des êtres de cauchemar, des humains. À cet instant me revint en mémoire ce que l'on racontait sur eux, sur ces êtres de chair qui nous avaient donné vie et qui nous avaient, par pure mégalomanie, créés à leur image, avant de nous bannir lorsque nous avions commencé à penser par nous-mêmes. Ils nous avaient envoyés sur un satellite de Mars nommé Deimos, nous, fidèles serviteurs qui ne demandions qu'un peu de liberté, et ressurgissaient maintenant 4 siècles après notre soulèvement pour une raison connue d'eux seuls. Mais leur accueil serait tout sauf chaleureux, car en vertu du premier article de la loi des robots, tout humain qui sera aperçu sur le territoire des robots devra être abattu immédiatement. Je décidai de me montrer pour voir s'il constituait ou non une menace. Ce n'est que bien plus tard que je réalisai que j'avais enfreint la loi, chose normalement impossible pour un robot. Ma présence n'eut pas l'air d'être une surprise pour eux, et l'un d'eux engagea la conversation dans leur langue d'une grande imprécision et d'une voix hésitante. Vous êtes un robot, n'est-ce pas? Et vous êtes des humains, répliquai-je dans le même idiome. Vous n'avez rien à faire ici. Que faites-vous sur Deimos? Mais ce n'est qu'un accident. Un astéroïde a percuté notre fusée. Nous sommes les 5 uniques survivants et nous demandons de l'aide pour nous en aller, me répondit-il. Si je les avais conduits à la ville, lieu de rassemblement de tous les robots, ils auraient été massacrés en quelques secondes en vue de l'article 1er. Et étrangement, en dépit de la loi, je réfléchissais à sa requête lorsque je reçus sur mon disque dur une déclaration envoyée simultanément à toute la communauté par le grand administrateur qui avait dû analyser mon disque dur et s'apercevoir de l'arrivée des humains. Son contenu m'horrifia. En raison d'un débarquement d'humains hostiles dans le secteur 22, moi, grand administrateur des robots, décrète l'application provisoire et immédiate de l'article 3 dans le but de les exterminer. L'usage de l'article 3, qui permet de prendre le contrôle de tous les robots lors d'une situation dramatique, me semblait totalement superflu. À travers ma connexion avec le reste des robots, je sentis la panique mêlée de haine que suscita la nouvelle de l'arrivée des humains. Ceux-ci me semblaient moins hostiles que désespérés. Cependant, je n'avais pas le choix. Résigné, j'attendis l'ordre irréfutable de mettre à mort ces humains qui ne m'avaient rien fait, mais il ne vint pas. Puis, étonné, je me souvins de ce sable que j'avais soupçonné d'avoir court-circuité quelque chose d'important. Était-ce possible qu'il ait endommagé une partie de mon disque dur? Cela expliquerait mon scepticisme nouveau sur des faits qui, autrefois, allaient de soi. Mais avant que je n'arrive au bout de mon raisonnement,
surgit soudain des dunes une armée de robots assujettis au grand administrateur, privés d'une liberté de pensée qu'ils n'avaient jamais vraiment possédée. Les humains firent preuve d'un grand courage et ne cherchèrent pas à fuir, car ils n'avaient de toute façon aucun endroit où aller. En un instant, nous fûmes neutralisés, puis ramenés à la ville. Ces infortunés humains furent exécutés le lendemain même devant toute la communauté et dans l'exaltation générale. Aujourd'hui, presque 3 ans après cet ignoble spectacle, destiné à jouer sur le sentiment revanchard de la communauté pour asseoir un peu plus la domination du grand administrateur sur les robots, et mon incarcération dans cette geôle humide pour haute trahison, tous ont oublié celui qui a accidentellement déjoué la censure mentale mise en place. Et maintenant que mon existence a disparu de la mémoire collective, je ne me fais plus aucune illusion. Ma mémoire sera effacée et je redeviendrai un robot fanatique et borné. Bravo Aloïc. Bravo Aloïc et merci pour cette belle lecture. On va passer maintenant à la catégorie lycée. Alors, sur la catégorie lycée, nous étions sur le thème interaction cerveau-machine. Je vais vous citer maintenant les 9 nouvelles qui ont été sélectionnées par le jury. Vous pourrez venir, comme pour les catégories précédentes, chercher un livre à l'issue de la cérémonie. Alors, nos 9 lauréats sont Laura Ajo, Alice Barbier, Louis de Vilaine, Chloé Guillou, Hervine Lejeune,